Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Prorogation actée du délai de la transition. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Alioune Gueye, il est ancien du CNJ, aujourd'hui membre du Conseil national de la transition CNT. Honorable Gueye, merci d'être autour de ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Deuxième invité, M. Modi Sidibé, il est du parti Yelema, également président du MOGEP. M. Sidibé, merci d'être autour de ce plateau. Merci pour l'invitation renouvelée. Troisième invité, M. Elijah Debla, il est appelé M. Sedou Malé, n'est-ce pas? Yaya Malé, il est fondateur du RP Média, il est de la diaspora malienne de France. M. Debla, merci d'être pour la deuxième fois autour de ce plateau. Je vous en prie, merci pour l'honneur. Quatrième invité, M. Professeur Abdul Karim Djamoutene, il est professeur d'enseignement supérieur. Professeur, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir et c'est moi qui vous remercie. Et je l'annonçais tout de suite, le gouvernement de la transition a annoncé ce lundi un léger report de l'élection présidentielle, report qui s'explique par des raisons techniques. En tout cas, c'est ce qui ressort d'un communiqué officiel rendu public ce lundi par le ministre en charge de l'administration territoriale. Monsieur Debla, comment vous avez accueilli déjà cette décision du gouvernement de reporter légèrement le calendrier de l'organisation de l'élection présidentielle qui était prévue pour ce mois de février 2024? Très bien. Moi, je ne suis pas surpris parce que si on regarde bien, pour avoir des élections, il faut un préalable. Est-ce que les prémices étaient déjà là? Oui. Après, on va dire les arguments donnés par le gouvernement, je ne pensais pas que ça aurait été les arguments avancés pour ne pas organiser les élections. Mais en fait, pour organiser les élections, il y a un préalable et on n'a pas vu le gouvernement s'empresser de les faire. Donc, en conclusion, je ne suis pas du tout surpris. Modi, aucune surprise à votre niveau également? Bien évidemment, pour tout acteur avisé, nous avons en tout cas vu la marche de la du gouvernement par rapport à l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel et tous les prémices étaient là pour qu'on aille vers un report. Même si je comprends quand même que les arguments avancés ont du mal à tenir. Ils auraient dû faire recours à d'autres argumentaires, notamment la situation sécuritaire, en tout cas, qui devient de plus en plus dégradante. On est quand même. Professeur, déjà, aucune surprise à votre niveau également? Je crois qu'on n'est pas surpris parce que si on essaie de retourner un peu en arrière, il y a de cela un mois, environ 1 à 2 mois, où le gouvernement avait demandé le point de vue des partis politiques, faire des suggestions sur la suite. Et je crois qu'il y a une majorité relative qui avait proposé une prolongation allant de 3 mois, je crois à 9 ou 18 mois, quelque chose comme ça. Et donc cela déjà avait posé les jalons pour une éventuelle prolongation. Bon, maintenant, la question c'était de savoir quelle durée pour la prolongation. Et je crois que nous sommes, en tout cas, cette énigme n'est pas encore pour le moment levé. Bon, et puis, mais même s'il fallait prolonger, il faut trouver d'autres argumentaires techniques. Et je crois que c'est ce qu'ils ont avancé comme élément de technicité pour sous-tendre cette prolongation. Mais déjà, ne pas surpris, parce que politiquement, ils avaient pris le devant en faisant la synthèse des 81 partis politiques qui avaient répondu à l'appel suite à la sollicitation qui avait été adressée aux partis politiques. D'accord. Monsieur Gueye, visiblement, cette prolongation, on s'y attendait. Bon, avec votre permission, je voudrais d'abord rendre vivant hommage à nos forces armées de sécurité qui se battent tous les jours avec courage, bravoure sur le terrain pour assurer notre sécurité et pour l'intégrité territoriale du Mali et la souveraineté nationale. Je voudrais aussi préciser que ce qui est remarquable, c'est que la volonté des plus hautes autorités de travailler à sortir de la transition est manifeste. La volonté politique est là. Cependant,
Il y a, comme mon frère l'a dit, il y a des préalables lorsqu'il s'agit d'élections. C'est une question extrêmement sensible. Il faut se prémunir de toutes les garanties possibles pour y aller. Et y aller de façon sereine, de façon transparente, de façon inclusive. Donc, vous avez sans doute remarqué un glissement du calendrier électoral où les élections référendaires ont été légèrement reportées, oui, mais tenues. Donc, cela dénote quand même de l'engagement du gouvernement qui ouvre ainsi la voie pour les élections à venir. Ok. Debla, est-ce que les raisons avancées par le gouvernement sont assez costauds pour effectivement militer en faveur de ce report? Bon, très clairement, aujourd'hui, on a vu des communiqués sont en train de tomber. On a vu celui de l'ADEMA, celui du RPM, d'autres communiqués, même s'il manque de courage, ce sont des communiqués quand même qui expriment par moment une surprise, où il y en a avec un regret, mais il manque de courage. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On est devant le fait accompli d'une entrée en guerre du Mali. Sauf que c'est une guerre contre une partie du peuple malien. Il y a eu le CSP-PSD, donc... on va en parler, voilà, hein, la situation qui ont fait une déclaration en bonne et due forme de guerre au Mali. Et tous les jours, nous comptons des morts dans les rangs de nos soldats. Monsieur Gueye, tout à l'heure, quand il a pris la parole, a rendu un vibrant hommage aux soldats. Monsieur Debla, sauf que cet argument-là n'est pas mis en avant dans le communiqué de report lu par le gouvernement. En fait, ce que moi je veux dire, oui, c'est que le gouvernement avait tous les arguments, oui, qui mettraient tous les Maliens d'accord. Une fois qu'on dit que nous sommes en guerre, tous les fils et filles maliens se mettent derrière, oui, le bataillon de guerre. Sauf qu'on ne peut pas le dire. Pour la simple et unique raison que le facteur majeur qui a fait fonctionner le marketing du gouvernement de transition, c'est la montée en puissance de l'armée malienne. On ne peut pas dire, après avoir renvoyé la mission Barkhane, parce que nous sommes montés en puissance, nous nous sommes équipés, et sur le plan spatial, nous avons occupé tous les terrains sur notre pays. Le Premier ministre Choguel Maïga a dit que l'objectif, c'est le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali. Oui. Et donc, nous sommes dans cette disposition-là. Et on a demandé la fin de la mission de la MINUSMA. On ne peut pas venir dire aux Maliens que, compte tenu de la situation sécuritaire, on ne peut pas organiser les élections. En fait, tout le monde l'aurait accepté, mais les gens auraient ri au nez de la transition. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver des arguments, moi je pense que ce sont des arguments, je m'excuse du terme, un peu tirés par les cheveux. Il y avait mieux, et ce mieux-là aurait mis tout le monde d'accord. Je n'ai toujours pas compris pourquoi on allait chercher un argument qui divise les gens, plutôt qu'un argument qui est en notre position et qui aurait pu mettre tout le monde d'accord. Ok. Monsieur Sidibé, l'argument trouvé par le gouvernement, c'est celui du manque de contrôle du fichier devant organiser ces élections. Déjà, il s'agit de fichiers biométriques qui seraient pris en otage par une société française, entre guillemets. Je le disais à l'entame de mes propos. Vous savez, Barou, quand vous dites dans un communiqué que vous devez de l'argent à une société et que c'est la raison principale que la société ait refusé de vous remettre le code, l'État, l'administration étant une continuité, ça fait mal. Ça sape un peu ce élan de souveraineté qu'on met en avant pour pouvoir gérer nos affaires par nous-mêmes. Ça fait mal. Deuxième élément, c'est qu'ils ont aussi parlé de l'impossibilité de mettre à jour le fichier électoral. Ouais. On est unanime là-dessus que les élections référendaires tenues, les cartes confectionnées à l'occasion, c'était sur la base effectivement de ce fichier-là. Donc les argumentaires ne tiennent pas. Les argumentaires ont du mal à être défendus. Ils auraient dû trouver d'autres technicités, d'autres mécanismes pour en tout cas venir vers le peuple et leur expliquer. Effectivement, l'armée monte en puissance, ça serait... Mais comment organiser une élection aussi importante que la présidentielle avec un fichier dont on ne contrôle pas? Mais la loi électorale, la norme supérieure, c'est la Constitution, Barou. Nous avons pu quand même organiser un référendum avec ce même fichier. Et on aurait pu aussi organiser les élections avec... Moins que cela.
Ils disent encore que le code, nous n'avons pas eu accès à ce code. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas payé ce qu'on devait payer à la société. Sauf que le contrat qui les lie, en tout cas, entaché de beaucoup d'illégalité dénoncée par les services de contrôle. Ces irrégularités ne peuvent en aucun cas entacher le marché. Ils reprochent des irrégularités dans le processus. Ils auraient dû faire recours aussi à des procédures administratives pour traquer les auteurs administratifs, en tout cas de cette affaire-là, qui ne saurait nullement annuler le marché. Je vous donne un exemple. Quand Mara arrivait en 2014 à la station Mara, c'est l'ancien Premier ministre à la station primatoriale, les marchés se passaient comment? Il a compris que les marchés gré à gré, les marchés dont on faisait allusion à la connotation d'intérêt public, secret défense et autres, que le contenu était vide, qu'il y avait de la malversation foncière. Si j'ai bonne mémoire, il avait pris une loi, d'accord, les marchés à connotation d'intérêt public, les marchés secret défense ou autres, au moins, cette loi va exiger à ce qu'on mette les marchés sur la table de la primature, au moins que la primature donne son aval. Cette loi, elle a été abrogée quand? Sous quel régime? Si j'ai bonne mémoire, c'est la transition qui a abrogé cette loi. Les marchés présentement dans notre pays se passent comment? Est-ce que les marchés qui se passent présentement n'obéissent pas aux mêmes exigences que ce marché passé? Je n'en sais pas. Mais ce qui est sûr, la réalité est qu'on aurait pu aller vers les élections ou trouver d'autres argumentaires pour reporter ces élections. L'argumentaire qu'ils ont fait avancer ne tient réellement pas. Professeur, l'argument, en tout cas mis en avant par le gouvernement, ne vous convainc pas, vous également? Bon, je crois que c'est compréhensif. Et comme je rejoins l'autre un peu, je me sens mal à l'aise lorsque on évoque les questions de sous. 5 milliards, nous ne sommes pas à 5 milliards près. Ouais, c'est un peu... Bon. Mais au-delà, imaginons si on essaie de revenir un peu dans l'ancien chronogramme. L'ancien planning prévoyait les élections communales, d'abord référendaires, communales, législatives, présidentielles. Donc nous avions eu un glissement, n'est-ce pas, des élections référendaires. Donc si cet ancien ordre avait été établi, ce qui ferait que forcément on se serait retrouvé dans le cadre d'une prolongation de fait. C'est obligé. Vous comprenez? Aussi, on fait référence à l'ancienne liste électorale qui a prévalu aux élections référendaires. Mais sauf que la période de la révision de la liste électorale, c'est chaque année d'octobre à décembre. Donc, du coup, cette période étant déjà passée, on pouvait tenir toute élection avant une nouvelle période de réinscription des nouveaux majeurs. Ouais. Des nouveaux majeurs. Donc là, on peut comprendre cet argument. Mais maintenant que nous sommes dans une nouvelle phase où il y a bientôt, à partir d'octobre, il y aura une réinscription qui va permettre à ce qu'il y ait d'autres inscrits. Et donc, ce serait un peu injuste que l'on ne prenne pas en compte cet aspect-là, que l'on ne se donne pas le temps qu'il y ait des nouveaux inscrits qui permettent à ce que, n'est-ce pas, les élections se tiennent. Mais moi, je dis simplement une fois. Pour moi, c'est qui est fondamental, vous savez, quand il s'agit d'un glissement entre 1, 2, 3 mois tout au plus, pour qu'à l'issue, nous puissions avoir des élections crédibles et qui ne nous fassent pas retomber dans les mêmes travers que 2020, lorsque nous sommes allés vers des mouvements sociaux, moi, je préfère cela, mais que les débats soient orientés sur le processus. C'est-à-dire qu'il y ait une véritable interaction entre les différents acteurs, que ce soit du côté du gouvernement, les partis prenantes, les partis politiques, qu'on s'assure, qu'on donne des arguments beaucoup plus convaincants et que le gouvernement ait un soutien politique affiché. Dès lors qu'il y a un soutien politique affiché, même ça aura un impact sur l'insécurité auquel vous faites allusion, parce que dès lors que les parties prenantes ne se font pas confiance, donc du coup ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'autres choses. D'accord. Donc pour moi, cet argument, au niveau de la liste révision, imaginez d'octobre à décembre, si nous devons aller tout juste en mars, je me demande est-ce que tous les contentieux, oui, c'est bon, etc., est-ce que tout ça c'est juste? Mais pour moi, un léger retard, on peut accepter. Guy, visiblement, cet argument de la carte biométrique, du fichier biométrique convainc peu de Maliens, visiblement. Bon, vous savez, ce qu'il faut surtout retenir de la communication de M. le ministre d'État, ministre de l'Administration, c'est 3 points essentiels.
on vient de faire le référendum constitutionnel avec beaucoup de difficultés, avec des insuffisances dans les opérations de vote. Je pense que ça a été constaté et relevé par tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que le fait qu'on est actuellement dans la 4e République, il faille revoir les textes normatifs en lien avec la nouvelle constitution et dans le cas d'espèce en lien avec les élections. Donc, on ne peut pas aller à une élection présidentielle après l'adoption de la constitution sans actualiser la loi électorale. Oui. Certains vont penser que c'est un travail facile, ce n'est pas facile. Parce que toutes les institutions qui ont un lien avec les élections, que ce soit la Cour suprême, que ce soit la Cour constitutionnelle, les textes normatifs à ce niveau doivent être revus pour les adapter au contexte. La nouvelle constitution prend en compte la mise en place de 2 chambres, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Là aussi, il faut des lois organiques pour préparer tout ça. Donc, il y a un travail sur le plan législatif à faire d'harmonisation. C'est obligatoire au risque d'aller à des élections qui vont être légalement contestées. Cela est un fait réel qu'on doit constater et qu'on ne peut pas aller aux élections sans ça. Il y a le vote des Maliens de l'extérieur. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'on doit prendre en compte. Vous savez aussi que ce travail se fait sur la base des propositions du gouvernement. Et aujourd'hui, il y a au moins 6 à 8 ministères qui ont été spécialement désignés pour travailler à adapter les lois aux dispositions constitutionnelles. Et le gouvernement, dans ce cadre, doit faire des projets de loi envoyés au CNT. La commission loi va travailler avec l'ensemble des acteurs concernés où il va avoir des écoutes pour écouter. Ça, c'est le premier argument que le communiqué avance et qui, de mon point de vue, c'est vraiment indispensable si on veut aller vers des élections. Le deuxième argument, c'est lié au fait qu'il existe des nouveaux majeurs. C'est-à-dire, au Mali, pour voter, il faut avoir 18 ans. Il s'est trouvé que des milliers de jeunes, sinon plus du million, vont avoir leurs 18 ans en février 2024. Et l'occasion qui se présente, c'est la révision exceptionnelle des listes à partir du 1er octobre. Donc, est-ce que nous devons organiser une élection aussi importante que l'élection présidentielle sans ces nouveaux majors? C'est leur droit de participer. Donc, nous devons travailler à assurer le droit à tous les Maliens à aller vers le vote. Ça, c'est le deuxième argument qui aussi tient si on veut respecter le droit de tous les Maliens et nous donner la chance d'avoir un taux de participation acceptable. Le troisième argument, c'est important que nous puissions nous en prendre. Ce n'est pas là où on est tombé qu'il y a des problèmes. C'est là où on trébuche. On a trébuché où? Avec l'affaire des données du RAVEC. C'est lors de l'attribution des marchés qui a été fait de gré à gré. Le marché serait même attribué à l'insu du Premier ministre d'alors. Moi, je pense que les Maliens auraient dû s'indigner qu'on puisse confier notre base de données aussi importante, aussi sensible à une société dans un marché de gré à gré. Au moment où on parle de la lutte contre la corruption. Oui, mais M. Guess, c'est le moment de dénoncer cette procédure déjà dès l'instant qu'on a pu organiser l'élection référendaire avec dans les mêmes conditions. Non, c'est-à-dire le fichier électoral. Le Mali disposait du fichier électoral parce que souvenez-vous que c'est le même fichier qui a servi aux élections en 2018 et en avril-mai 2020. Donc ce fichier, le Mali disposait. Mais il s'agissait d'actualiser ce fichier électoral qui est tiré de la base des données de RAVEC dont détient l'entreprise Edemia. D'accord. Donc aujourd'hui, le fait que le Mali ne dispose pas
de sa base de données pour travailler là-dessus et apporter les modifications qu'il faut pour avoir un fichier électoral bien audité et à jour, pose un problème dans la mise en œuvre d'une élection aussi importante. Parce qu'il n'y aura pas d'élection sans fichier électoral. On va vous retourner la parole. Déblat au chapitre des réactions déjà. Nombreux sont des partis politiques qui ont marqué leur désaccord face à cette décision. Je ne vais pas employer le mot désaccord parce que comme j'ai dit, les partis politiques, moi je ne fais pas de politique, j'ai pas de crédit à avoir dans ce que je vais dire. On va noter les réactions telles qu'elles sont avant de commencer l'émission. On a vu l'ADEMA qui regrette. On a vu le RPM l'ADEMA qui est surpris, le RPM qui regrette. Bon. On a l'appel du 20 février par exemple. Voilà. Et donc, en fait, on voit que ça aurait été beau s'il y avait un accord politique sur, je ne parle pas d'un accord politique global, un accord politique sur la question du report léger de la date des élections, mais avec une proposition de nouvelle date. En fait, ça aurait permis aux gens de se projeter, de se dire, ah bon, finalement, c'est pas mal, on va mettre nos états-majors en place. En fait, c'est la surprise totale, sachant que je pense qu'il y a eu des rencontres avec des partis. Voilà. Est-ce que ces partis-là étaient représentatifs de tout le paysage politique au Mali? Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais le constat, c'est que une fois que l'information du report de l'élection présidentielle, tout le monde parle du report de la transition, ce n'est pas encore acté. En tout cas, il n'y a pas une communication officielle, pas à ma connaissance. Donc ça, c'est dans la lettre, la transition n'est pas prolongée. Dans l'esprit, oui, parce que si on va au-delà de février, on est obligé de prolonger la transition. Et donc, tout ça, on aurait pu faire l'économie. On a en face des gens très intelligents qui auraient dû trouver un accord politique avec les concernés. Peut-être qu'il y a beaucoup de Maliens qui pensent que il faut piétiner le droit des partis politiques. Il y a beaucoup de Maliens qui pensent qu'il ne faut plus donner la parole aux politiciens. Mais sauf que la nouvelle constitution qui nous fait basculer dans la 4e République consacre le rôle des partis politiques. Vous savez, un parti politique dans un pays, c'est l'une des organisations les plus honnêtes, les plus structurées. On ne peut pas demander à ce que des fils et filles du Mali s'organisent en partis politiques et ne pas les respecter. Donc moi, je pense que on peut toujours faire marche arrière. C'est de réunir les partis politiques et de trouver un accord politique. Encore une fois, il y a un groupement appelé le CSP-PSD qui a fait une déclaration de guerre en bonne et due forme à l'État du Mali avec des morts tous les jours, des attaques de nos camps. On a dynamité un bateau entier, on a tué des civils, on a tué des militaires et ça devrait déclencher l'émotion nationale. Et ça devrait déclencher une union nationale. Mais c'est à l'État, c'est au gouvernement du Mali d'organiser cette union-là. Et surseoir sur 2 mois, 3 mois, le temps qu'on voit clair. En plus, on a le démantèlement de la MINUSMA. Et avec un peu de chance, ça va être prolongé parce que les canons sont chauds. On ne peut pas rétrocéder les camps s'il n'y a pas un minimum de paix. Si vous regardez les conditions dans lesquelles les camps sont rétrocédés, vous comprendrez que voilà, c'est un peu compliqué tout ça. Et donc tout ça, on aurait pu expliquer en bonne entente à tout le monde et tout le monde comprendrait. Sauf que là, la manière dont c'est parti, il y a un tissu de désunion et c'est pas beau. C'est pas de ça dont le Mali a besoin aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et ça peut être rectifié, comme je l'ai dit. Après lecture de différentes réactions, on a cette impression que les partis auraient voulu que la démarche soit un peu couverte par une démarche consensuelle, par exemple, la consultation, le consensus qui devrait prévaloir à ce report. Barou, vous savez, qui planifie mal planifie l'échec. À beau de tenir certains argumentaires au nom des nouveaux majeurs. Vous savez, au Mali, chaque jour, chaque mois, il y a des Maliens, des milliers de Maliens qui atteignent leurs 18 ans. Et pourtant, nous avons toujours organisé des élections au Mali. Cet argumentaire ne saurait en tout cas prospérer. En ce qui concerne les partis politiques, je vous assure, chers aînés, le peuple malien, les Maliens ne marginalisent pas les partis politiques. Certains communicants qui soutiennent sur les réseaux sociaux et sur certains plateaux, qui soutiennent la transition, tiennent des argumentaires tendant à marginaliser les partis politiques. Mais je vous assure que tel n'est pas le cas sur le terrain.
les argumentaires ne tiennent pas. On aurait dû effectivement passer par une concertation nationale même, bien évidemment, pour en tout cas expliquer clairement les éléments occultés, notamment l'élément en lien avec l'insécurité, en tout cas grandissant au centre et au nord. Ça aurait pu passer. Maintenant, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Ils peuvent tenir cette concertation, échanger avec les forces vives de la nation, se mettre d'accord sur le minimum pour aller vers un léger report. Cette mission a été finalement dévolue à Lège. C'est là-bas que ça coince. Vous savez, on ne peut pas être juge et partie, même si je sais que ça fait partie des prérogatives du Lège. Et peut-être même le ministre de l'administration territoriale, le ministre d'État, en a fait à un moment donné son cheval de bataille, même si ce n'est pas dans ses prérogatives. Cette prérogative est dévolue en tout cas au Lège. Mais ce qui est sûr et ce qui est important, dans cette concertation, on doit nous regarder droit dans les yeux, c'est dire les vérités, parler de la fragilité du pays et de la nécessité de se donner la main pour aller vers un léger report. Et je le dis, je le maintiens, qui planifie mal planifie l'échec. Le chronogramme est un projet de la transition. Les partis politiques, les autres forces vives de la nation n'y ont pas été associés et c'est un engagement pris avec la CEDEAO. Maintenant, si vous me sortez l'argumentaire des tests normatifs, vous me parlez des nouveaux majeurs, vous me parlez d'autres trucs, ça me met à l'aise, en tout cas dans la thèse que moi je défends de vouloir aller vers ces élections-là ou encore de parler entre nous Maliens parce que ce n'est pas au-dessus de l'intelligentsia malienne. Et les Maliens sont unanimes que cette période est très critique pour notre pays. Mais qu'on cesse d'ériger en seul mode de gouvernance les uns. Je l'ai dit, les humains, la substance grise, inventent, utilisent et fait taire les armes. D'accord. Mais professeur, déjà, le fait qu'il soit désormais dévolu à Lège la mission d'une concertation avec les forces de la nation ne prend pas désormais en compte ces différentes réactions, les préoccupations contenues dans ces différentes réactions. Bon, je ne crois pas trop. Vous savez, il faut spécifier un peu le rôle de chacun. Le rôle de Lège, c'est un rôle purement technique, l'organisation des élections. L'OJ n'a pas une vocation politique. Essayons de lire les missions des différents acteurs. Vous savez, quand on dit des accords autour du processus, il s'agit des acteurs politiques. C'est l'État qui est le principal acteur qui est au centre de tout, et les acteurs politiques dont la principale mission, c'est conquérir et exercer le pouvoir. Maintenant, il s'agit, comme le camarade l'a dit tout à l'heure, Sidibé l'a dit tout à l'heure, il s'agit de trouver un minimum de consensus. Maintenant, techniquement, parce que nous avons vu lors des élections et référendaires tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'insuffisances au niveau du processus. Maintenant, l'aide qui renferme les ressources humaines, matérielles, etc., peut nous dire vraiment, voici là où, quel est le délai et comment nous devons nous y prendre. Mais qui doit comprendre ça pour accepter? Parce que même quand vous voyez l'âge au centre, quand les acteurs politiques ne sont pas associés comme cela devrait être, le consensus auquel on s'entend ne pourra pas être là. Or, du coup, même si le schéma il est bon, s'il n'y a pas de consensus, il y aura tellement de bruit que on n'ira pas à l'essentiel. Pour moi, c'est ce qui est fondamental. Ce qui est important, c'est beaucoup plus de dialogue politique. Il est difficile aujourd'hui de trouver un Malien qui est contre actuellement la réussite de la transition. Mais quand on n'arrive pas à trouver les meilleures méthodes pour communiquer, chacun, croyant que ses intérêts seront piétinés, du coup va se mettre à tort ou à raison contre le processus. Nous avons tous intérêt à ce que le Mali réussisse. Donc je crois qu'il revient aux autorités, et surtout beaucoup plus politique. Et je crois qu'à un moment donné, le ministre de l'administration territoriale s'en était approprié, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, il y avait des déficits de communication entre l'administration et les acteurs politiques qui avaient été laissés en marche. Et le ministre de l'administration territoriale avait repris le processus. Et ce qui avait suscité un engouement au sein de la classe politique. Il revient à cet acteur-là de reprendre, n'est-ce pas, son bâton de pèlerin et beaucoup entre acteurs politiques de discuter. Et je crois que les acteurs politiques se s'entraînent beaucoup plus mieux avec les ministres qu'avec l'EJ. Ça, c'est le dialogue des techniciens. Parce que même quand il s'agit de discuter avec l'EJ, ce sont les techniciens que les partis politiques vont amener, ceux-là qui comprennent le processus réellement. Soit même des membres de l'EJ. D'accord. Merci.
Gay, visiblement, les partis ne sont pas contents de ce report qui a été, en tout cas, décidé sans concertation préalable. Oui, bon, je pense que les partis politiques sont dans leur rôle. Il faut les comprendre, il faut les accepter dans leur rôle, parce que quand on parle d'élection, c'est d'abord les partis politiques. Donc, c'est tout à fait normal que quand il y a de telles informations, que les partis politiques s'expriment. Et quand nous faisons une analyse des différents communiqués qui ont été lits, il y a beaucoup plus un problème de forme que de fond. Certains l'ont dit, peut-être tout le monde s'attendait à un glissement, peut-être tout le monde voyait venir certaines difficultés, peut-être liées à des aspects sécuritaires, mais sur ce plan, j'apprécie que cet argument n'ait pas été mis en avant parce que, vous savez, l'armée, la hiérarchie militaire, a à sa tête le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le ministre de la Défense sont en train de mettre tout en œuvre pour assurer au Mali une sécurité, malgré le contexte très difficile et les nouveaux enjeux liés à la rétrocession des bases de l'aménagement. Donc je pense que sûrement c'est pour davantage rassurer les Maliens que cet argument peut-être n'a pas été mis en œuvre, parce qu'un travail est en train d'être fait à ce niveau avec fierté, avec détermination. Mais je dis encore une fois de plus, les partis politiques sont dans leur rôle de s'exprimer, et cela prouve que tout ce que les autorités de la transition font est analysé, décortiqué par les partis politiques, et c'est tant mieux. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut renforcer le dialogue politique. C'est vrai que peut-être les partis auraient aimé être associés à cette prise de décision importante par rapport, même s'il s'agit d'un léger report. Je dis encore une fois que ces partis-là sont dans leur rôle de s'exprimer dans la forme, mais dans le fond, j'insiste là-dessus qu'il y a vraiment des raisons de repousser ces élections-là pour que nous puissions avoir les conditions, en tout cas de consensus, de transparence qu'il faut, d'éthique qu'il faut par rapport à l'organisation des élections. Maintenant, il appartient à l'AISE qui est responsable de l'ensemble des opérations électorales. Le ministère de l'administration apporte un appui technique et le ministère a techniquement communiqué par rapport à l'impossibilité pour le moment de tenir les élections au regard des trois arguments avancés. Donc, moi, je nourris l'espoir que ce soit le ministère ou l'AIGE, qui puisse avoir un dialogue avec les partis politiques, avec les forces vives de la nation, par rapport à la suite à donner. Mais je rappelle qu'il y a un cadre de concertation déjà entre le ministère de l'administration et les partis politiques. Ce cadre existe, c'est un acquis. Maintenant, il faut rendre plus fréquentes les différentes rencontres dans ces cadres pour que les gens puissent se comprendre et qu'il y ait un minimum de consensus dans le processus à venir. Débat, comme les non-musulmans aiment aller dire, maintenant que le vin est tiré, il faut le boire. Que risque le Mali avec cette décision unilatérale de proroger le délai de la transition? J'espère que vous suivez mon regard. Oui, vous voulez parler de la CEDEAO, justement, du reste de la communauté internationale. Oui. Bon, déjà sur un plan économique, on traverse depuis plus d'un an, depuis bien avant l'embargo, pendant l'embargo, après l'embargo. On le voit pour ceux qui entreprennent au Mali, les temps sont durs. Après, les gens ont serré la ceinture parce qu'on est dans un effort de guerre pour que le Mali retrouve une certaine couleur. Maintenant, c'est vrai que pour cette fois-ci, la CEDEAO ne s'est pas empressée. Donc, ceci devrait expliquer cela. Peut-être que la CEDEAO est comme nous autour de la table, elle n'est pas surprise. Et au-delà de ça, peut-être que la CEDEAO prend acte aussi du fait qu'au Mali, en ce moment, il y a des tensions. On dénomme les nombres de morts tous les jours. Les médias internationaux en parlent en français, en anglais, en espagnol. Donc, le monde entier sait que
au Mali, on parle aussi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La plupart des analystes disent que cet accord-là est caduc de fait. La seule chose qui change, c'est que ni le gouvernement malien, ni le groupe signataire ne parlent de la mise à mort de l'accord d'Alger. Et plus loin, le gouvernement du Mali, à travers le ministre de la Réconciliation chargé de l'accord d'Alger, le colonel Ismaël Ouagé, a demandé au groupe signataire de revenir à la table des négociations pendant qu'on est en train de se tirer dessus. Et donc, l'accord, s'il y a quelque chose qui est très très regardé au Mali depuis le début de la transition, c'est l'accord d'Alger. Rappelez-vous, 3 mois après le démarrage de la transition, Emmanuel Macron avait félicité la transition pour avoir fait en 3 mois ce que Ibrahim Boubacar Keïta n'avait pas fait en 7 ans. Et donc, c'est vous dire le poids, en réalité, pour le reste de la communauté internationale, la Bible, le Coran, la Torah et la Constitution malienne, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Tant que le gouvernement du Mali est sur la voie de l'application de cet accord-là, tout va bien. Dès qu'il se dévie, tout va mal. On peut tuer autant qu'on veut. Si on applique l'accord, aux yeux de la communauté internationale, tout va bien. Et là, peut-être que ça a valu son pesant d'or. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas encore eu de communiqué, mais ça ne présage rien pour demain. Peut-être que demain, on va se réunir à Accra ou à Abidjan et qu'on va décider quelque chose. Et en même temps, la transition malienne n'est pas à son coup d'essai. Je crois que ça doit être la 3e fois où voilà, il balade la CEDEAO. Peut-être que la CEDEAO est fatiguée. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des risques qu'on soit sanctionné. D'accord. Modi, si face à cette décision de report, si on a enregistré des réactions promptes à l'interne, tel n'est pas le cas sur le plan international pour le moment. Bon, comment vous comprenez déjà cette lenteur au niveau peut-être de la CEDEAO, par exemple, en termes de réaction? La CEDEAO a toujours observé à partir de l'intérieur. Et elle s'est toujours positionnée à partir de certaines sorties, de certaines prises de position. En ce qui me concerne, moi, je ne souhaiterais réellement pas des sanctions contre notre pays. C'est mon avis, c'est ma position. Maintenant, on aurait dû même pu éviter les premières sanctions qui frappent nos populations de plein fouet. Les sanctions, ceux qui prennent des décisions, ce ne sont pas eux qui sont sanctionnés. Et pourtant, ce sont eux qui prennent des décisions. Les décisions frappent de plein fouet nos populations. Mais je pense que même cette fois-ci, avec un peu d'efficacité, un peu d'effort et de considération des acteurs des partis politiques et toutes les autres forces, quand on arrive à se retrouver rapidement, renouer avec le dialogue, se mettre d'accord sur le minimum et converger dans la même direction, en tout cas sur la base de ce minimum, on pourra réellement nous sauver. Et je sais que le pays souffre depuis bien avant les premières sanctions. Et ces sanctions-là continuent, en tout cas, à nous secouer jusque-là, mais beaucoup ne le savent pas et nous ne souhaiterons réellement pas d'aller vers d'autres sanctions. Et nous avons les moyens, la technicité, la capacité, en tout cas. Vous pensez que ces risques de sanctions restent entiers? Bien évidemment. C'est une organisation qui est presque décrédibilisée, qui a quand même besoin de prendre sa revanche sur des situations, notamment celle du Mali. Si vous voyez aujourd'hui que la CEDEAO, elle n'est respectée ni au Burkina, ni au Niger, ni ailleurs, c'est parce que au Mali, ici, à un moment donné, nous avons accepté d'engager des bras de fer avec elle. Nous avons pu tenir pendant un temps et arriver à faire lever ces sanctions-là et continuer. Donc cela a facilité, en tout cas aux autres pays, de dire que le coup CEDEAO est jouable. Mais qu'à cela ne tienne, je le dis et je le maintiens, ces sanctions n'arrangent pas le peuple malien. Ces sanctions ne touchent pas ceux qui, entre guillemets, n'ont pas respecté leurs engagements. D'accord. Professeur, déjà, en termes de risques auxquels le Mali s'expose désormais avec ce report,
que certains appellent report unilatéral, hein, puisqu'il n'a pas été décidé en commun accord avec ceux avec lesquels on a décidé du délai de la transition. Ok, je crois que vous savez ce qui me fait un peu rire, c'est que la CEDEAO traverse une zone de turbulence actuellement, ce qui rend... D'où ça l'enterre? Forcément, la CEDEAO doit réfléchir parce que déjà, c'est une zone qui est au bord de l'implosion. Parce qu'elle existe de nom, mais de fait, aujourd'hui, c'est comme le Conseil de sécurité. Quand vous savez que déjà, c'est le chaos. Il n'y a pas d'entente. Au fait aussi, donc, vous voyez déjà, imaginez les décisions qui avaient été prises récemment contre le pays Niger, et avec des mesures fortes, mais on sait où ils se sont limités, quelles ont été les conséquences de cette décision-là aujourd'hui. Donc, le CEDEAO est presque ébranlé. Aussi, le Mali est déjà sous sanction. Parce que imaginez les sanctions qui avaient été prises avant, c'était d'abord le gel des avoirs, n'est-ce pas, avec la BCAO, le marché financier, et la liberté de mouvement au sein de l'espace, et l'empêchement pour certains leaders de pouvoir voyager, etc. Tout ça. Mais ces voyages-là, dans d'autres pays-là, ces contraintes-là, elles existent déjà presque. Maintenant, les partenaires majeurs, n'est-ce pas, les institutions de Bretton Woods sanctionnent également le Mali. Maintenant, la seule sanction peut-être qu'ils peuvent prendre actuellement, c'est si encore la BCAO, etc. Or, actuellement, avec la question cruciale qui est autour du franc CFA, devons-nous quitter, etc., où les gens ont l'impression que le Mali veut partir, donc les gens de la CEDEAO vont réfléchir 10 000 fois avant de prendre d'autres sanctions supplémentaires. Mais pour moi, c'est qui est fondamental, je crois. Et même si la CEDEAO devait prendre des sanctions, je ne pense pas qu'elle va se hâter à prendre ça de si tôt. Donc, s'il y a un véritable processus qui fait que la transition serait prolongée peut-être d'1 mois, de 2 mois, et qu'il y a un véritable consensus autour des acteurs autour, la CEDEAO ne va pas prendre une sanction. Parce que ce que la CEDEAO cherche actuellement, je crois que c'est une porte de sortie. Donc la CEDEAO s'appuie toujours sur des contradictions internes. Ça a toujours été ainsi. La CEDEAO, ça a toujours été ainsi. Parce que le problème, c'est pourquoi vous avez vu, il y a un clivage au niveau de la classe politique. Vous avez parlé de quelque chose au début qui est très important, l'absence de consensus. Vous savez, même au niveau du chronogramme, il était difficile qu'on ait un consensus. Parce que depuis le début, déjà, il y a un groupe de partis qui s'est opposé complètement, qui ne veut même pas requérir. Forcément, il faudrait que la date, le fétichisme autour d'une date, sans pourtant qu'on réfléchisse. Mieux que ça, même la désignation des membres des partis politiques pour la constitution de l'EG, il a fallu faire un tirage au sort. Oui, donc déjà, il y a un clivage. Oui. Donc, ce qui fait que même si vous mettez les politiques ensemble, il serait difficile qu'on sorte avec un consensus. Mais je crois que déjà, tout le monde sait déjà que nous sommes déjà en phase d'un fait accompli. C'est-à-dire que les autorités ont déjà dégagé un chronogramme. Donc, il faudra maintenant qu'ils créent l'ensemble des mécanismes pour dégager un consensus autour. Dès lors qu'il y a ce consensus autour, que c'est 2 ou 3 mois, ce consensus va se dégager et la CEDEAO ne va pas sanctionner. Vous comprenez? Parce que le Mali est déjà sous sanction. Je ne vois pas quel type de sanctions supplémentaires ils vont prendre encore. Et surtout que le Mali, déjà, ce n'est plus le Mali seul. Le Mali peut passer par le Niger, par le Burkina. Si on sanctionne le Mali et que le Burkina n'est pas sanctionné, ça donne plus de facilité. Aussi au Mali, on peut violer. Il y a la Guinée qui est toujours là. Et ils sont en train de réfléchir. Vous voyez récemment, c'est au Mali, non? Ils avaient voulu tenter, c'est le Niger. Ils ont même tenté des missions au niveau de la Mauritanie et de la Guinée pour voir éventuellement si la CEDEAO devait prendre des sanctions, dans quelle mesure ces pays pouvaient s'associer à l'application des sanctions. Oui. Voilà, donc il y a tous ces différents éléments qui rendent difficile la prise de la décision, d'une décision par la CEDEAO de vouloir sanctionner le Mali. Mais attention, s'il n'y a pas de consensus, ils vont le faire parce que le diable est perché pas loin. D'accord. Et la réaction de la CEDEAO se fait toujours attendre. Bon, vous savez, c'est vous qui attendez la réaction de la CEDEAO. Sinon, moi, sauf qu'on a pris un engagement auprès de la CEDEAO. Écoutez, moi je pense qu'il est temps que les Maliens pensent au Mali et à eux-mêmes. Il est temps que nous ayons un agenda Mali. Oui, sauf que nous ne vivons pas dans un vase clos. Non, je sais, ça, pas oui. Un agenda CEDEAO, communauté internationale. Vous voyez, regardez, le bateau Tombouctou a été attaqué. Vous avez entendu parler de la CEDEAO? Vous avez entendu parler de la communauté internationale? Même un seul communiqué? Nos camps sont attaqués tous les jours. Est-ce que vous avez entendu parler de ces organisations? Donc je pense qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas à se soucier, lorsqu'il s'agit du bien-être des Maliens, des affaires internes du Mali, de se soucier de quand va penser telle organisation ou telle organisation. Aujourd'hui, je pense que le plus important pour le Mali, c'est de prendre des décisions justes. Est-ce que aux yeux des Maliens, le report des élections est justifié ou pas?
C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que la CEDEAO pense ou ce que l'Union africaine pense ou ce que la communauté internationale pense. Si nous avons eu du retard par rapport au calendrier électoral, par rapport à la transition, c'est à cause des sanctions injustes et injustifiées de la CEDEAO qui ont failli faire couler le Mali. Sauf que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Non, de toutes les façons, ces communautés-là, nous sommes membres de ces communautés pour nous aider à aller de l'avant. Pas pour nous sanctionner, pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc si ces communautés, regarde ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Est-ce que ces chefs d'État pensent aux conséquences sur les populations qu'ils sont censés protéger, représenter, préserver? Donc aujourd'hui, je pense que le Mali n'est pas dans une position où les autorités refusent d'aller vers les élections ou violent de façon volontaire les engagements. Mais aujourd'hui, le fait que la question par rapport aux élections sont liées à des problèmes techniques et à des problèmes de sécurité de façon générale. Donc, je pense que la CEDEAO, il y a un mécanisme de suivi de la transition dont la CEDEAO et l'Union africaine sont tous membres. Donc, ils partageront les mêmes informations, les mêmes argumentaires. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que les Maliens se donnent la main et qu'on ait l'agenda Mali. Le Mali deviendra ce que les Maliens veulent et non ce que la CEDEAO veut ou même non ce que l'Union africaine veut. Ça, c'est très clair. D'accord. Dernier tour de table. Depuis ce début de semaine, plusieurs positions des femmes ont essayé des attaques complexes, violentes. Il faut dire que ces attaques ont été revendiquées par certains groupes signataires de l'accord issu du processus d'Alger. Monsieur Debla, réaction? Ma réaction, j'ai plusieurs fois réagi là-dessus, mais quand on lit les communiqués de la DIRPA, en fait, il y a un changement au niveau des expressions employées. Avant, on disait djihadistes. On ne dit jamais, comme je vous ai dit, personne ne veut être historiquement à l'origine de la fin réelle, donc administrative de l'accord d'Alger. Donc tout le monde passe à côté sans donner de coup de poing. Et aujourd'hui, le Mali a décidé de les nommer terroristes. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, sauf que moi j'aimerais comprendre pourquoi, parce que quand vous appelez tout le monde terroriste, le grand public ne sait pas la différence en fait. Comme j'ai eu la chance de côtoyer André Bourgeot, qui est un éminent anthropologue, qui est consultant sur RP Média, il expliquait que le terrorisme, c'est un mode opératoire. C'est vrai que nous, autour de cette table-là, on peut utiliser ce mode opératoire quelque part. Donc ça, c'est le terrorisme. Mais appeler tout le monde, parce qu'aujourd'hui, très clairement, les gens de la CMA, du CSP, si vous voulez. Non, mais le CSP signe le communiqué de la CMA. Et la CMA, le chef de la CMA... Sauf que la CMA est une entité du CSP. Non, c'est le CSP qui est une entité de la CMA. Allez-y. Voilà. Donc, ce sont des membres de la CMA qui ont fondé le CSP. Et d'ailleurs, il y a eu la scission du MSA de Acharatouman qui s'est retiré. Pardon ? Voilà, qui s'est retiré du CSP. Et donc le CSP signe, parce que la CMA ne peut pas faire une déclaration de guerre à l'État du Mali, ça mettrait fin à l'accord d'Alger. Et donc on signe les communiqués macabres avec le CSP. Et quand on regarde, il y a des djihadistes au sein de la CMA. Et donc quand l'armée malienne communique avec l'expression terroriste, à mon avis, c'est pas suffisant pour désigner ce qu'il y a, parce que quand vous vous battez contre un djihadiste, vous vous battez avec quelqu'un qui, en cas de victoire, va vous contraindre à une idéologie. En fait, l'idéologie, c'est l'unité de la pensée. C'est l'unité. Sinon, le gouvernement n'utilise pas l'expression djihadiste, c'est terrorisme. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Il faudrait utiliser l'expression djihadiste. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se faisait. Aujourd'hui, tous les communiqués depuis 2 semaines ou même 3 semaines, c'est terroriste. Oui. Une attaque complexe des terroristes. Sauf que les terroristes, ça ne représente pas la complexité de ces attaques-là. On a des djihadistes. Et les djihadistes, les terroristes, en fait, ce sont des trafiquants.
Ils viennent, ils abattent des gens, ils prennent des choses, ils veulent qu'on les laisse en paix pour faire leur trafic, etc. Les djihadistes, c'est encore pire. Oui, mais sauf que dans les cas d'espèce, l'utilisation de l'expression djihad déjà n'entraînerait pas une certaine, en tout cas, opinion religieuse dans... Oui, mais ça plaît à qui... En fait, c'est la réalité du terrain. Quand on les appelle djihadistes, ce sont des djihadistes, c'est comme ça qu'ils se revendiquent. D'accord. Et si vous voulez dire que ça peut heurter la sensibilité de certains musulmans, mais ces gens se pensent plus musulmans que les autres musulmans. Et donc, il faut les appeler tels qu'ils sont. D'accord. En fait, il faut me permettre de terminer là. Le but des djihadistes, il y a une notion de territorialité derrière. Les terroristes n'en ont pas besoin. Les terroristes veulent juste qu'on les laisse aller et venir. Les djihadistes, ils veulent prendre un territoire, ils veulent mettre en place un califat, ils veulent contraindre les populations au salafisme. Et ça, on l'a déjà goûté à Tombouctou avec des gens qui coupent les mains. Et donc, moi, j'invite la hiérarchie militaire malienne, à changer de sémantique. Hein? Non, à employer les sémantiques qui s'imposent. D'accord. M. Sidibé, vous demandiez une réaction. Exactement, c'est par rapport au premier point. Allez-y. Voilà, moi je voudrais quand même dire à mon aîné, parce que moi et ceux-là qui sont autour de ce table, les deux aînés, dans ces interventions, on a l'impression qu'on a d'autres agendas que le Mali. Et ils tendaient vraiment à nous dire, en tout cas, qu'on doit avoir que le Mali comme agenda. Nous sommes Mali, nous réfléchissons, s'ils sont Mali, nous travaillons Mali. Maintenant, ils ont la possibilité de claquer la porte de la CEDEAO. Nous attendons et nous sommes prêts à suivre. Nous attendons aussi qu'on arrête les exigences de la CEDEAO par rapport aux cartes biométriques et autres. L'opportunité, elle est là. Nous ne parlerons plus des sanctions de la CEDEAO si ils décidaient de claquer la porte pour quitter la CEDEAO. D'accord. Monsieur le professeur, sur ces différentes attaques qu'on a enregistrées ces derniers jours. Ok, moi je crois que c'est une suite logique du processus. Elles ont été revendiquées par le CSP. Oui, mais le CSP c'est quoi? C'est une compilation de groupes avec des objectifs différents. Voilà, et donc qui se sont retrouvés à un moment donné, il fallait constituer une force pour essayer de négocier. Et puis d'ailleurs, même quand on regardait, je crois que quand on s'intéresse au processus de négociation, c'était une gymnastique qui consistait à se redonner une nouvelle santé. À se donner une nouvelle santé pour essayer de peser plus dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger auquel vous faites allusion, vous savez, vous avez fait allusion tout de suite au terme terroriste et puis djihadiste. Vous savez, moi je ne suis pas spécialiste, mais terroriste fait beaucoup plus, comme vous avez allusion au mode d'action. N'est-ce pas? Or, nous, aujourd'hui, nous, en tant que Maliens, c'est ça le problème aujourd'hui de beaucoup de pays africains. Et nous, en général, nous aimons appeler les choses telles que les autres les entendent. Oui. Et nous, aujourd'hui, tel que nous voyons, que ce soit la CMAO et les autres, ils utilisent presque le même mode d'opération. Maintenant, donc, les groupes terroristes, on les scinde. Il y a les groupes terroristes d'obédience djihadistes, groupes terroristes d'obédience, nous, c'est comme ça, nous voyons. Et nous souhaitons que de l'autre côté aussi, de l'Occident, ce qu'ils appellent éminents experts, c'est leurs experts, nous les respectons. Aussi qu'ils essaient de se mettre dans notre posture et qu'ils comprennent tel que nous. Maintenant, le débat conceptuel, on va les faire plus tard. Maintenant, vous savez, la recrudescence des violences actuellement, c'est une suite logique du processus de retraite, de désengagement de la MINUSMA. Et aujourd'hui, comme on l'a une fois dit ici, dès lors que vous analysez le processus actuellement de crise au Mali, sans le mettre dans le contexte géostratégique, géopolitique, en soi, vous vous trompez parce que, au fait, c'est que les gens, on avait tendance à oublier, c'est la guerre qui est la norme. La paix n'est qu'une exception. C'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale que des gagnants, des vainqueurs, se sont assis pour établir ce qu'ils appellent une certaine règle de gouvernance mondiale. Et à un moment donné, lorsque, n'est-ce pas, ils sont en position de faiblesse et qu'il y a une nouvelle dynamique que j'appellerais un nouvel équilibre qui est en train de se rétablir, donc forcément c'est la guerre. Et actuellement, les partis presse, s'il vous plaît, actuellement c'est l'issue de la guerre qui va déterminer un nouvel équilibre. L'accord d'Alger, lorsqu'il a été signé, il était en défaveur de l'État du Mali. Et donc nous étions dans une posture qui n'était pas bonne. Donc actuellement, nous estimons que les rapports de force nous sont favorables, même si nous devons aller vers une négociation éventuelle, les rapports de force vont nous mettre dans une position de force. Et donc c'est tout à fait normal qu'ils vont jeter leur dernière force dans les différents combats. Donc c'est prévisible. Merci. Oui, sauf qu'on gère les temps malheureusement. M. Gueye, déjà, réaction à ces différentes attaques. Bon, moi je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu parce que actuellement,
par rapport à la situation au nord, je pense que les masques tombent. Le Mali, de façon claire, sait qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Je pense que ça rend plus clair ce qui se passe actuellement au nord du Mali. Et je rappelle simplement que tout ce désordre-là créé par SEMA et alliés est lié au fait que la MINUSMA doit se retirer et il y a des bases au nord qui doivent être rétrocédées à l'armée. Oui. Et ces groupes armés revendiquent ces bases-là. Donc, si on cherche la vérité, est-ce que quelqu'un qui est dans l'accord, quelqu'un qui est dans le Mali, peut prétendre à une base de l'armée malienne à être donnée à quelqu'un? Donc, disons-nous la vérité. Ces groupes armés sont dans le faux. Et à cause de cet état de fait, ils attaquent les positions du Mali. Le Mali se défend. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une armée debout. Nous avons la hiérarchie militaire qui est motivée, qui est engagée pour que toutes ces bases-là reviennent effectivement à l'armée. D'accord. Et que le Mali puisse contrôler l'ensemble de son territoire. Je voudrais terminer pour dire, aujourd'hui, quand on prend l'accord d'Alger, le Mali est la seule partie des parties qui est effectivement dans l'accord. C'est le Mali qui tient à l'accord, malgré les insuffisances, malgré le fait que la population malienne désapprouve cet accord. D'accord. Le Mali pense que l'accord est la solution. Mais ceux qui doivent faire partie de l'accord pensent autre chose. Donc aujourd'hui, le Mali est dans une position de défense. Le Mali se défend, le Mali défend ses positions et le Mali va récupérer ses positions. Le Mali va assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. Avec le retrait progressif de la MINUSMA. C'est sur cette espérance que prend fin ce numéro de votre émission Regard croisé qui recevait comme invité Monsieur Elijah Debla, fondateur de RP Média, professeur Abdul Karim Djamoutene, professeur d'enseignement supérieur, Modi Sidibé, président du MOGEP et membre du parti Élément, honorable Alioune Gueye, membre du CNT. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Kati. Au revoir.